Salut, c'est Lextopia et vous écoutez Parktopia, votre podcast dédié à l'actualité des parcs à thème. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. We live by the ethos that the next thing we do is going to be better than the last thing we did. Everything we do is based on story. We build our entire work process around story. Super heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Parktopia. Ça faisait plus d'un mois qu'on s'était pas vu en podcast et donc ça veut dire que c'est le tout premier podcast de l'année. Un podcast réalisé dans des conditions un peu particulières car je suis entouré d'un monticule de carton. La taupière déménage. D'ailleurs pour ceux qui ont l'habitude de me voir en vidéo, le décor va bientôt changer mais je vais en reparler sur la chaîne le jour où je filmerai pour la dernière fois mon décor. Je dis ça d'ailleurs sans aucune idée de mon prochain décor vidéo car en fait les déménagements c'est un gouffre budgétaire et donc on verra ensuite pour les setups vidéo, mais j'en prévois deux. Un, disons, classique pour les vidéos habituelles d'actualité, et puis pour les lives, et puis pour les vidéos un peu plus événementialisées. Je vais en principe créer une sorte de setup bureau, un peu à la Twitch, vous voyez. Bref, je m'égare. Ça plus le rhume qui se termine actuellement pour moi. C'est pour ça aussi que j'ai retardé l'enregistrement pour éviter toutes sortes de reniflements, toux ou encore éternuements. En tout cas, j'essaierai de couper au maximum du montage, mais je suis sur la fin, donc la force d'esprit, comme on dit, est revenue. Et ce podcast, aujourd'hui, il sera consacré à tout ce qui s'est passé en 2025. C'était une vidéo que je voulais faire et finalement je l'ai transformée en podcast, c'est-à-dire revenir avec vous sur tout ce qui m'a marqué en 2025, retracer avec vous mon année dans les parcs à thème, et puis ensuite parler de ce qui arrive en 2026. Et on va discuter ensemble en fait des nouveautés que j'attends le plus dans les parcs à thème. Donc le programme est assez simple, l'émission est divisée en deux, et voilà, je profite du fait qu'il y a un petit peu moins d'actualité en ce moment pour parler de ça avec vous, parce que vous le savez, c'est le calme avant la tempête de neige, si je puis me permettre ce petit mot d'esprit, car dans quelques temps ce sera l'ouverture du World of Frozen, et comme promis, mais bon je vous l'avais déjà un peu avoué, pour traiter de notre review du World of Frozen, il y aura donc un épisode spécial qui sera diffusé sur Parktopia. J'espère que cette nouvelle émission va vous plaire, on est ensemble pendant un tout petit peu moins d'une heure, c'est parti. Ah là là, 2025, eh bien comme chaque début d'année dans les parcs à thème, c'est chiant. Ben oui, parce que les parcs sont fermés évidemment jusqu'au mois de mars-avril. Enfin, pas tous, puisque je me souviens que dès le début de l'année, on avait fait un trip avec les copains, on était allés au Futuroscope, et d'ailleurs ça avait fait l'objet d'un épisode spécial sur Parktopia, le tout premier épisode spécial où on traitait de la découverte de l'aquascope. C'est donc le premier parc à thème que j'ai visité en 2025, en dehors des parcs Disney bien sûr. Je voulais absolument faire découvrir le resort et le parc à Stéphane, à Rafi, à Robin. Je me souviens plus si c'était leur première visite ou pas, mais de toute évidence, le parc a tellement changé depuis 20 ans que c'était amusant de leur faire découvrir la transformation qui est en cours en ce moment. Et donc, je voulais absolument qu'on réside dans le Station Cosmos. Station Cosmos, ça y est, là maintenant, je commence à avoir fait beaucoup d'hôtels de parcs à thème. C'est l'une des meilleures expériences immersives dans des hôtels dans les parcs à thème. Vous trouvez des expériences de ce niveau-là évidemment au Puy du Fou. Il y a aussi cette expérience très particulière du Charlingberg à Phantasialand. Je suis très curieux aussi de voir à quoi ressemble l'hôtel un peu de luxe qui est à l'entrée de Efteling, le Grand Efteling Hotel si je dis pas de bêtises. Et en plus, Station Cosmos, à l'époque où je l'ai visité pour la première fois, où j'y ai séjourné pour la première fois, c'était un hôtel qui n'était pas encore entouré de toute la séquence d'entrée, de tout l'espace de loisirs qui s'est développé un peu en dehors du Futuroscope, avec cette tour de chute, avec l'aquascope désormais. Et donc, moi-même qui avais déjà dormi aux Stations Cosmos, je ne reconnaissais pas l'entrée de l'hôtel et l'agencement. Et donc, cette nouvelle séquence en entrée du Futuroscope, je la découvrais aussi à ce moment-là. Et puis, c'était ensuite la découverte de l'aquascope. Alors, l'aquascope, je vais être transparent avec vous, hein, très peu de monde me fait des retours positifs sur l'aquascope parce que c'est un tout petit parc. Mais ça, faut bien l'avoir en tête. Beaucoup de fans parcs ont en tête Rolantica, en tête Volcano Bay, les grands parcs aquatiques, ou même les Center Parks. En fait, l'aquascope, ça peut pas être le prétexte d'une seule visite. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir au Futuroscope que pour la visite de l'aquascope. L'aquascope, pour moi, ça se consomme à partir du moment où vous avez une nuitée au Futuroscope et que vous faites déjà une journée de parc. C'est-à-dire que ça ne vaut pas le coup pour moi de venir que pour ça et de passer une journée entière à l'aquascope. Ensuite, à l'aquascope, il y a un autre souci, c'est l'offre. C'est-à-dire que beaucoup de monde y va, et c'est normal, pour les toboggans, pour l'aspect un peu à sensation. Et donc forcément, lorsque vous placez toutes vos attentes sur la partie toboggan, vous êtes déçu parce que le choix de l'aquascope et du futuroscope, c'était de proposer un parc qui se concentre aussi sur la partie
immersive, avec des espaces où il n'y a pas d'attraction forcément de toboggan. Et je pense que là aussi, ça a déclenché une sorte de déception du public. Autre déception aussi, le fait que ce soit tout petit. Parce que forcément, il n'y a que cette zone de toboggan, et les deux autres espaces sont pas vraiment des zones, disons, à toboggan. Ça, plus le fait que le parc étant petit, eh bien ça crée beaucoup de frustration. Nous, on y est quand même allé pendant les périodes scolaires. On a attendu 30 minutes à un toboggan, mais c'est le seul moment où on a beaucoup attendu. Le reste du temps, on a beaucoup moins attendu. Je me souviens plus si on l'avait visité 2 jours ou en après-midi. Voilà, l'Aquascope, c'est aussi un parc que je vous conseille de visiter à l'ouverture. Je trouve que là où le Futuroscope s'est démarqué sur ce parc aquatique, c'est sur les zones immersives, les zones qui sont plongées un peu dans le noir avec des projections au sol, des espaces interactifs, une salle un peu de cinéma avec des bulles. Là, pour moi, on est dans une catégorie de parc aquatique qui n'existe pas ailleurs dans le monde. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'Aquascope. C'est tout simplement parce que cette offre de parc aquatique n'existe pas, ni en France, ni en Europe, ni ailleurs dans le monde. Ok, Volcano Bay, c'est mon parc aquatique préféré, mais même lui propose pas des zones immersives en intérieur, comme il peut y en avoir dans les fameuses salles que vous avez beaucoup vues sur les réseaux sociaux au Futuroscope. Et donc, c'est pour ça que l'Aquascope mérite pour moi son titre de meilleur parc aquatique français. Il faut mettre ça au regard du prix que vous payez quand vous rentrez dans ce parc-là, et surtout du reste de l'offre aussi du resort, parce que pour moi, l'Aquascope peut pas fonctionner seul. Je salue en fait ce développement au Futuroscope. Vous le savez, il y a une autre très grosse nouveauté qui arrive bientôt au Futuroscope, qui sera à nouveau un coaster. Toutes les nouveautés du Futuroscope depuis 5-6 ans sont incroyables, que ce soit Objectif Mars, Chasseur de Tornades ou encore plus récemment Mission Bermude, dont on reparlera juste après, parce que ça c'était ma visite du mois de février, si je dis pas de bêtises, mais en réalité on est retourné au Futuroscope pour l'inauguration d'une des nouveautés que j'attendais le plus dans les parcs à thème. Jusqu'à l'arrivée du printemps, c'est évidemment une période extrêmement creuse pour les parcs à thème, et ça a été quand même le moment d'une annonce incroyable. C'était pas encore officialisé à l'époque, ça a été officialisé en avril, si je dis pas de bêtises, juste avant l'anniversaire de Disneyland Paris. Déjà, en début d'année 2025, il y avait des faisceaux concordants autour de l'arrivée d'Universal Great Britain. Le tout premier parc Universal, enfin pas vraiment tout premier parc, vous savez l'histoire d'Universal aussi à Port Aventura, mais en tout cas l'installation en propre d'Universal en Europe. Oui, en Europe, parce qu'en commentaire tout le monde disait mais non, l'Angleterre c'est pas l'Europe. Oui, c'est plus l'Union Européenne, mais on peut pas déplacer un territoire, c'est quand même en plein cœur de l'Europe. Universal, Bedford, ça a été quand même l'annonce qui m'a le plus hypé de l'année dernière. Parce que, en fait, corrélé à ça, en réalité, il y a eu plein d'autres annonces dans les parcs à thème et on a senti un dynamisme qui n'existait pas jusqu'alors, un vrai sursaut de l'industrie du loisir. Dans la foulée d'ailleurs, après il y a eu l'annonce de l'arrivée du Puy du Fou, il y a eu toutes ces nouveautés qui ont été annoncées par le parc Astérix, il y a eu ce rachat aussi de la Compagnie des Alpes en Allemagne pour lancer un nouveau parc Astérix. En fait, on sent bien qu'il y a globalement une très bonne santé du secteur du loisir qui s'est très bien repris après la pandémie, et ça nous amène à 2025 avec ces annonces absolument incroyables. Universal Bedford, vous savez, qui déchaîne les passions, à la fois pour sa localité, à la fois pour le fait que, évidemment, tout le monde le voulait chez soi, que ce soit les Français, les Allemands, les Espagnols. Le choix des thématiques aussi, ça fait beaucoup parler parce qu'on ne voit pas apparaître de zone Harry Potter, en tout cas pour le moment, car vous savez que là aussi, les rumeurs semblent indiquer que, a priori, il devrait bien y avoir une zone Harry Potter au bout d'un moment. Cette configuration, le fait que les thématiques n'aient pas en réalité été annoncées, ça a été un moment que j'ai adoré. Je pense que c'est mon moment préféré de l'année, pourtant, voilà, j'étais au boulot, c'était pas une période où on pouvait découvrir un nouveau parc, j'étais très hype par l'ouverture d'Epic Universe, mais c'était encore bien après que je découvrais le parc, donc c'était un moment de transition, mais qui a donné une sorte de bouffée d'air frais à l'industrie des parcs à thème. Et en fait, on est tous fans Disney, mais on est tous aussi en colère contre Disney qui se repose sur ses lauriers depuis des années, on le sait, avec un sous-développement de la destination qui ronge son frein, parce que c'est tellement la place en fait du leader qui n'a jamais été challengé, donc qui peut du coup sous-investir sous prétexte que de toute façon personne ne le dépassera jamais. Et en fait, derrière, un sursaut qui a probablement précipité les annonces qui ont suivi ensuite pour Disneyland Paris, qui va probablement aussi précipiter des investissements. Et c'est vrai que tout le monde était super heureux et tout le monde a fait beaucoup de second degré avec Disney, mais parce que forcément on veut qu'ils se développent eux aussi. Donc Universal Bedford, vous savez, c'est un projet titanesque. On en a suffisamment parlé en podcast et sur YouTube. Vous avez ce coaster qui a l'air incroyable sur la gauche, qui semble faire référence à Retour vers le futur. Vous semblez avoir aussi Waterworld. Alors c'est marrant de mettre un Waterworld en Angleterre où il fait tout le temps très moche. Vous avez également cette zone mignon qu'on peut très bien reconnaître. Il semble y avoir aussi donc une zone
zone jurassique avec un autre coaster. Alors je sais pas si elle est intégrée à la zone jurassique ou pas. Peut-être aussi ce fameux Dark Ride absolument incroyable qui a été lancé à Universal Beijing sur l'univers de Jurassic. Et puis possiblement une zone Seigneur des Anneaux qui a été plusieurs fois mentionnée dans des articles de presse. Et puis là aussi la grande rumeur de la zone Harry Potter. Donc voilà, ça a été pour moi un moment que j'ai adoré traiter sur la chaîne. Je me souviens même la vidéo, ça a petit backstage de tournage, mais il y avait un on-ride, il y avait pourtant les crédits et tout, et l'ayant droit du on-ride a fait une réclamation. D'ailleurs, c'était même pas l'ayant droit de la personne qui avait filmé le on-ride, donc vous savez, sur YouTube, vous pouvez utiliser des vidéos des autres à condition de créditer, et sous réserve de l'accord évidemment du détenteur de la vidéo, donc il peut la bloquer s'il souhaite pas que l'extrait soit réutilisé. Ma vidéo était en fait, donc la vidéo que j'avais utilisée était un on-ride de cette fameuse attraction Jurassic World qui peut possiblement arriver à Universal Bedford. Il n'y a pas de on-ride officiel, donc j'ai utilisé ce on-ride qui était diffusé par Attraction 360, dont j'utilise très souvent et dont tous les créateurs utilisent souvent des vidéos quand on manque d'assets, c'est du contenu qu'on peut utiliser. Et la personne qui a fait la réclamation n'est pas la chaîne YouTube en question, mais la personne qui a capté sur place. C'est-à-dire que cette chaîne n'était pas sur place, et donc ils ont fait appel à quelqu'un pour capter, donc une sorte de comme on dit dans le milieu journalistique, un pigiste ou ce qu'on appelle un fixeur. Donc ils ont fait appel à un créateur de contenu sur place pour le faire, et c'est lui qui a fait la réclamation, plutôt que le détenteur originel des droits. C'était assez étrange comme situation. Du coup, la vidéo n'était plus disponible. Elle a été bloquée, mais elle a été bloquée moins de 10 minutes. Et à la seconde où elle a été bloquée, mais j'ai reçu un nombre de messages sur Instagram de gens qui me disaient mais c'est bloqué, comme s'ils savaient pas que c'était bloqué. Bon, évidemment, j'avais reçu la notif et tout. Et donc du coup, j'étais en panique et j'essayais de remettre la vidéo en ligne, et elle a été remise en ligne moins de 10 minutes après. Mais du coup, dans cette vidéo, il manque un morceau de quasiment 2 minutes, si je dis pas de bêtises, où je décris en fait le ride Jurassic Park. Bon, ça fait partie des aléas de la création de contenu, malheureusement, mais il n'en demeure pas moins que c'était un super souvenir. Alors ensuite, ça a été la réouverture des parcs. Et en dehors du Futuroscope, le premier parc que j'ai visité en 2025, c'était bien sûr le Puy du Fou, puisque le Puy du Fou avait une grosse nouveauté cette année autour d'un spectacle qui plaisait beaucoup aux fans du parc. Alors moi j'étais moins fan de ce spectacle dans sa version précédente, c'était les Chevaliers de la Table Ronde ou l'Épée du Roi Arthur, et donc il y avait une grosse réhabilitation sur ce spectacle avec vraiment un changement d'infrastructure scénique, et il n'y avait pas eu de grosses nouveautés au parc depuis le lancement du Mime et l'Étoile. Sur le coup, moi j'avoue que j'ai été bluffé par cette nouveauté, notamment par en fait tous les investissements qu'il y avait eu, toute la technologie qui est présente dans ce spectacle. Un des spectacles d'ailleurs qui est le plus technologique et où on voit le plus d'effets scéniques assez impressionnants. Sur le coup, ça m'a plu, et puis en fait, je suis retourné au parc en novembre, et à aucun moment m'est venue l'idée d'aller refaire le spectacle, tout simplement parce qu'il a un défaut d'écriture. C'est aussi un spectacle qui est extrêmement populaire auprès des enfants, mais c'est pas un des gros spectacles du parc, tout simplement parce qu'il y a très peu de performeurs sur scène. C'est un des spectacles où vous avez, je pense, moins de 10 performeurs, là où sur tous les autres, on parle de troupes qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de personnes qui travaillent sur un seul spectacle. On retrouve pas la magie qu'il peut y avoir sur des plus vieux spectacles du parc qui sont pourtant bien dans leur jus, comme les Vikings par exemple. Et donc pour moi, l'Épée du Roi Arthur, c'est un peu loupé. Il y a un petit problème de direction artistique, et je suis sûr que d'ailleurs ils vont réajuster le spectacle dans la version qui sera proposée en 2026. Et surtout, je pense que ça a été une erreur de pas se dire bon ben voilà, ok, c'est un spectacle qui a une petite capacité, mais on va mettre les moyens en agrandissant encore une fois la capacité de cet endroit. Bon, il y a une configuration très particulière, donc j'imagine que c'est complexe d'agrandir l'arène à cet endroit-là, mais pourquoi pas aussi en fait tout simplement décider d'y mettre beaucoup plus de performeurs, d'éviter en fait que tout repose sur un seul ou deux personnages qui déambulent dans des espaces qui sont beaucoup trop grands pour eux. Après, vous le savez, le parc prépare en ce moment sa nouvelle grande salle, donc le Puy du Fou construit une nouvelle salle avec une grande capacité, avec de nouveaux effets. L'Épée du Roi Arthur, c'est finalement après coup, je m'en suis rendu compte après coup, qu'une nouveauté de transition. Vous savez, il y a un nouveau grand spectacle tous les 2 à 5 ans, un nouvel hôtel tous les 2 à 5 ans, mais entre ces périodes-là, il y a des réhabilitations sur des spectacles déjà existants. Et c'est vrai que ça n'a pas été vendu comme tel, mais en réalité c'était simplement une réhabilitation sur un spectacle existant, sans volonté là d'en faire un des très grands spectacles du parc. Après, le succès ne se dément pas sur ce spectacle, c'est un de ceux qui est complet le plus, c'est un de ceux qui est représenté le plus. C'est aussi un de ceux que les enfants préfèrent, forcément, c'est très chevaleresque, les épées, Arthur, je pense que même moi petit, c'est un de ceux qui m'aurait le plus plu. Les effets scéniques sont vraiment impressionnants.
je pense qu'il manque pas grand-chose en réalité pour en faire un vrai bon spectacle. Et d'ailleurs, à cette époque-là aussi, on a profité aussi de l'ouverture d'un nouvel hôtel. Et là, pour le coup, la promesse est tenue. En réalité, la Villa Gallo-Romaine s'étend, hein, c'est un hôtel qui existait déjà, mais qui s'est étendu, avec des rues typiquement romaines. Et j'ai adoré ce nouvel hôtel, un peu d'ailleurs dans l'esprit de ce que je racontais sur Station Cosmos, mais aussi les quais de vitesse au parc Astérix. C'est un type d'hôtel que j'adore. Derrière, vous le savez, hein, c'est Thierry Rétif, un artiste que j'adore parce que il est fan de ce qu'on appelle l'accumulation des objets. Donc quand vous entrez dans ses réalisations, vous voyez tout plein d'objets entreposés partout sur les étagères et qui laisse suggérer en fait qu'il y a une présence, qu'il y a une activité, et c'est ce que j'adore dans ses créations. Et dans ce parc-là, il a aussi fait le Mystère de la Pérouse, qui est une attraction qui me fait pleurer à chaque fois que je la fais. Alors ensuite, on arrive au printemps. Souvenez-vous, juste avant, lors de la D23 donc de 2024, avait déjà été annoncée donc l'attraction Roi Lion, mais il manquait un peu des éléments de cette refonte de Disney Adventure World, donc avec l'officialisation du nom du parc, il nous manquait tout de même quelques éléments. Et c'est là que Disneyland Paris a annoncé la plus grande blague de l'histoire, les fameuses chaises volantes, une semaine après l'arrivée d'Universal Bedford, les fameuses chaises volantes. Alors ça, quelle rigolade, qu'est-ce qu'on a ri. Ce qui faisait rire, c'est le décalage entre les annonces de Universal et les annonces de Disneyland Paris. Ceci dit, c'était la toute première fois que Disneyland Paris, lors d'un 12 avril, annonçait une nouvelle attraction. Généralement, c'est plutôt les États-Unis qui restaient un peu maîtres à bord pour ce type d'annonce, avec la D23, ou alors avec des communications vraiment spécifiques qui étaient déclenchées vraiment depuis l'écosystème et les canaux en fait américains. Donc quand même, on a pour la première fois annoncé une nouvelle attraction dans ce Disney Adventure World, et donc ce Adventure Way effectivement qui est très très vide, et donc qui va avoir besoin d'attractions de ce type-là. Comme les jardins anglais en fait finalement, pour moi qui ne servent à rien, bon j'attends de les découvrir, mais en fait dedans il fallait mettre soit une boutique, soit effectivement une attraction, mais c'est beaucoup trop vide, et donc même si ces chaises volantes sont bien ennuyeuses par rapport à des gros e-tickets comme ceux du Roi Lion ou de la Reine des Neiges, bah en fait c'est quand même des espaces qu'il faut remplir, et on va pas pouvoir mettre évidemment à chaque fois un e-ticket, donc je comprends la démarche, mais c'était marrant à l'époque le décalage, je me souviens qu'il y avait eu avec les annonces de Universal. C'est pour ça que je vais pas faire 2 heures là-dessus, parce que quelques temps après, c'était mon grand départ au Japon. Et d'ailleurs, je me souviens, juste avant mon départ au Japon, Tokyo Disney Resort avait annoncé des nouveautés, des nouvelles attractions. C'est un peu passé inaperçu, beaucoup de gens l'ont oublié, hein, mais après la refonte de Space Mountain, il va y avoir la refonte d'Adventureland dans le Tokyo Disneyland, donc dans le premier parc Disney qui a été construit là-bas, avec une nouvelle attraction là-haut par exemple. Il y aura aussi des refontes d'espaces déjà existants à Tokyo Disney Sea, avec Port Discovery qui va probablement être réhabilité. Et donc ça a été le début d'un voyage extraordinaire, puisque même pas 4 jours après, je partais du coup direction Osaka, et on y allait principalement pour l'exposition universelle. On n'y allait pas tellement pour les parcs Disney, même si bien sûr il y avait quelques nouveautés à observer. C'était pas un de mes rêves hein, de découvrir le Japon. Alors il faut savoir que j'adore l'Asie, j'adore la Chine, j'ai adoré Shanghai, j'adore Hong Kong. Je vous dis pas plus de ce qui va se passer dans quelques temps. Je vous dévoile pas mes prochains périples, mais l'Asie, j'adore. C'est des cultures incroyables. Mais le Japon, parmi tous les pays d'Asie, n'était pas forcément le pays que je rêvais de découvrir le plus. Mais on y est parti à une période où il y avait l'exposition universelle. Et ça, par contre, c'était un de mes rêves. C'est toujours un de mes rêves de découvrir toutes les expositions universelles à travers le monde, la prochaine étant d'ailleurs à Riyad. Et donc on est parti dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, et pendant la toute première semaine, on a quasiment fait que ça. On a fait Osaka et la découverte de l'exposition universelle. J'ai rarement l'occasion de parler de ça sur la chaîne, j'en ai parfois parlé en story sur Instagram. Les expositions universelles, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, dans l'histoire de Disney, de la Walt Disney Company, ça a été un moment majeur, puisque New York a accueilli une exposition universelle. À l'époque, ça s'appelait World's Fair, et Walt Disney était un exposant, un fabricant de pavillons. Il avait créé It's a Small World, il avait créé l'audio animatronics d'Abraham Lincoln, qui a ensuite été déplacé à Disneyland. Il a créé bien sûr le Carrousel du Progrès, il a créé une autre attraction qui n'a jamais été reconstruite à Disneyland, et ça a recréé une dynamique pour Disneyland, et ça a surtout montré que les parcs à thème, les créateurs d'expériences immersives, n'étaient pas seulement des amuseurs de fêtes foraines, mais aussi des vrais artistes, des vrais urbanistes, de vrais ingénieurs, et que les parcs à thème pouvaient aussi nous offrir une vision du futur, une vision du monde
certes idéalisé. C'est dans les expositions universelles que pour la première fois on a familiarisé des gens à des technologies, à des thématiques aussi. Paris a été candidat à l'exposition universelle et finalement l'État a préféré privilégier les Jeux Olympiques qui peuvent être aussi un moment d'innovation mais beaucoup plus éphémère. Les expositions universelles, ça vous donne une vision de l'avenir, mais aussi ça vous donne une vision du grand n'importe quoi, c'est-à-dire vous voyez évidemment des choses qui ne vont jamais se produire, vous voyez des idées en termes d'architecture, en termes de technologie qui vont jamais être déployées parce que c'est complètement kitsch. Mais par exemple, Epcot aussi, qui est clairement un plagiat de l'exposition universelle, la World Fair, c'était une reproduction de la World Fair, mais quelques années après, c'est là que pour la première fois, les gens ont vu de l'aluminium, par exemple, ou alors les écrans tactiles. C'est tout con, il faut se mettre à la place des gens qui ont découvert ça pour la première fois. Et le parc Athènes n'était plus seulement un endroit où on venait faire du divertissement, mais aussi un endroit où on venait montrer autre chose au public. Et donc, on a fait l'exposition universelle d'Osaka, c'était extraordinaire. Et donc, du coup, aujourd'hui, cette exposition universelle n'existe plus et on a visité plein de pavillons. Voilà, je ne vais pas vous faire la review complète de l'exposition universelle. Ensuite, quelques temps après, on a fait Universal Japan, dont j'avais entendu beaucoup de mauvaises choses et j'ai adoré Universal Japan. Je pense même que c'est un des meilleurs parcs Universal en dehors des parcs américains. Universal Japan, j'ai adoré parce que c'est un petit parc, mais il n'y a pas d'endroit où je dirais que c'est nul ou mal développé ou mal entretenu. Vous avez un superbe coaster à l'entrée, la zone Mignon, elle est top. J'ai adoré l'attraction des Dents de la Mer, toute la zone Jurassique avec le coaster River Adventure était formidable, le Waterworld était incroyable, l'architecture du parc aussi était folle, et il y avait des intrusions visuelles absolument incroyables avec la ville d'Osaka, des ponts, des tours, enfin c'était hors du temps comme endroit. Et puis il y avait bien sûr le Super Nintendo World dans sa version finalisée, avec la zone Donkey Kong, là plus difficile à visiter je vous avoue, je suis pas un très grand fan des Super Nintendo World, surtout pour ce qui est des attractions, c'est très sympa à visiter en extérieur, mais alors les attractions, que ce soit le Dark Ride et le coaster, évidemment très déceptifs par rapport au temps d'attente. Mais voilà, coup de cœur pour Universal Japan. Et le soir où on sort d'Universal Japan, je me rappellerai toute ma vie, on est dans le métro, et il y a Robin qui se retourne dans le métro, le soir où on rentre d'Universal Japan, hein, et il nous dit « Mais les gars, vous êtes au courant qu'il y a un nouveau parc Disney ?» Je lui dis « Bah... oui, il y a des rumeurs d'un lancement d'un nouveau parc Disney, peut-être effectivement au Moyen-Orient, mais je lui dis, mais je crois pas que ça a été officialisé. » Et là, il tourne son téléphone et il me montre la vidéo, je tombe de ma chaise. C'était la vidéo de Yas Island, de la Walt Disney Company, qui annonçait que Disney vendait sa licence à Yas Island et allait construire pour eux un parc à thème à Abu Dhabi. Et donc, c'est vrai qu'il y avait une vraie euphorie à ce moment-là, j'avais enregistré ma vidéo avec Rafi, et après, j'avais été choqué de ce qu'on a pris en commentaire. Ça avait été un moment un peu difficile à passer, je vous avoue, avec le recul. J'en avais pris plein la gueule aussi sur Twitter. Enfin bref, c'était un peu lourdingue. C'est marrant aussi de voir que tout le monde s'enjaille sur Qiddiya en Arabie Saoudite, parce que finalement, c'est le reproche qu'on a fait à Disney Abu Dhabi, c'est des reproches qu'on voit beaucoup moins sur Six Flags Qiddiya. Et bien pourtant, c'est bien les mêmes problématiques. Moi, en fait, je trouve que le choix qu'a fait Disney est un choix de la raison, puisque de toute façon, ils sont débauchés par... toutes sortes de pays comme ça pétroliers pour accueillir des zones de loisirs. Ils ont été débauchés probablement par Dubaï, on sait qu'ils ont été débauchés par l'Arabie Saoudite. En fait, c'est le choix de la raison parce que quand vous visitez ces resorts que je connais très bien, que j'ai déjà visité, hein, j'en avais déjà parlé, mais j'ai visité celui de Dubaï avec Motion Gate, j'ai visité Yas Island, effectivement, c'est le meilleur de tous ces resorts-là. C'est aussi celui qui, en fait, c'est le mieux développé après son installation. Et c'est pas seulement des resorts dans lesquels il y a que des parcs à thème. À proximité de Yas Island, vous avez aussi le Louvre, vous avez aussi Ferrari World. Donc je trouvais ça pertinent de l'installer dans un resort qui était déjà bien développé, avec un concurrent qui était intéressant, qui était donc Warner. Pour moi, Motion Gate à Dubaï n'est pas un concurrent pertinent à avoir en face de chez Disney, ça aurait juste provoqué sa chute. Alors que Warner, avec Harry Potter, DC Comics et avec la réussite qu'est Warner Bros Abu Dhabi, que j'adore, qui est un des meilleurs parcs en intérieur, je trouve que ça fait sens d'avoir un concurrent comme ça en face. Donc je trouvais que c'était très intéressant. Je trouve que c'est aussi très intéressant d'un point de vue artistique parce que, avec une telle débauche de moyens et de budget, et surtout avec aucun objectif de rentabilité derrière, on peut valoriser, faire travailler des artistes sur des projets en fait moins risqués, mais qui peuvent être plus innovants, où il peut y avoir une plus grande liberté créative. C'est tout l'intérêt aussi de Disney Abu Dhabi. Après, je me souviens avoir dit à l'époque, et ça c'est vrai, je le redis, c'est pas forcément signe de la bonne santé de la Walt Disney Company. Et malgré tout ce qu'on m'a reproché en commentaire, je suis un des seuls qui a dit, attention, ça veut pas forcément dire que Disney va bien, parce que Universal qui s'installe en Europe,
ou alors qui va bientôt peut-être aussi s'installer, comme on en entend parler en Inde, enfin, il y a des rumeurs en ce moment. Ça, c'est un signe de bonne santé, parce qu'ils ont le cash de se développer en propre, leur propre budget, et derrière, des modèles économiques qui permettent très vite une rentabilité de ces parcs, là où Disney aujourd'hui ne semble plus avoir le cash suffisant et le savoir-faire de développer des parcs en propre, 100% à leurs frais. Et ça, quand même, ça interroge. Universal Japan, dont on vient de parler au Japon, est un parc 100% Universal. C'est pas le cas des parcs Disney là-bas. Ce sera donc pas non plus le cas de Disney Abu Dhabi. Ça commence à faire beaucoup dans le portefeuille. Là où Universal n'a qu'un seul parc qui se retrouve dans cette situation, c'est Universal Singapour. Ça interroge sur le développement de Disney à l'international. Ça interroge aussi sur la santé des parcs Disney en Occident, malgré la relance, vous savez, des parcs Disney en Occident, avec beaucoup d'investissements qui sont prévus dans les 10 prochaines années. Et bien sûr, Disney Abu Dhabi déclenche des questions autour de l'éthique et de tout ce qu'a promu Disney jusqu'alors, à la fois donc sur les thématiques d'inclusion, sur les thématiques de bien-être au travail, sur l'écologie aussi. Mais je ne vais pas revenir sur le sujet, j'avais fait un épisode dédié et que je vous invite à écouter quelques jours après, une fois que l'euphorie de l'annonce est retombée. C'était direction Tokyo Disneyland. Oh là là, Tokyo Disney Resort. Alors que j'ai beaucoup aimé, jamais de ma vie je pourrais dire que Tokyo Disney Resort est mon parc Disney préféré. Jamais. Tout simplement parce que il est parfaitement adapté à la culture locale, à tout point de vue. Merchandising, food, exploitation, gestion, il n'y a rien à dire. Mais c'est tellement éloigné de ma propre culture et de ma propre façon de consommer du parc à thème qu'au bout d'un moment, ça a fini par me fatiguer. C'est-à-dire ces files d'attente à répétition, ces loteries avant d'entrer sur le parc, les prix des resorts, parce que forcément le prix du logement au Japon est insane. Alors le prix du parc, les parcs sont vraiment abordables, mais le prix du logement sur place, c'est une horreur, alors que c'est en plus minuscule. Ces gens qui attendent la parade à l'instant même où le parc ouvre. En fait, je me suis senti tout simplement en décalage. C'est vraiment là où je me suis senti le plus en décalage. Même à Shanghai Disneyland, où le public est très particulier, je me suis pas senti autant en décalage. Je me suis dit à Shanghai, oh bah c'est comme les Français, ils doublent. Même à Shanghai, où tout le monde m'a doublé, où les gens crachent dans la rue, où ils nous prenaient en photo tout le temps, je me disais, eh ben finalement, ça m'a beaucoup moins dérangé qu'au Japon, où même quand vous vous levez à 5h du mat et que vous pointez devant la grille, et qu'au final vous n'avez pas votre place pour le spectacle, bah, franchement, je vous assure, au bout d'un moment, le moral prend un coup. Et je pense que les parcs Disney au Japon sont à visiter avec beaucoup de préparation, beaucoup d'organisation. Et rien que de vous en reparler, j'en ai déjà le cerveau qui fume. Parce que mine de rien, même si on vient créer du contenu, même si j'adore visiter les parcs Disney, je viens pas non plus pour me prendre la tête. Et il faut dire ce qui est, en Floride, ce sont les parcs les plus visités du monde. Vous pouvez arriver à 14h avec votre Starbucks dans la main, votre gaufre dans l'autre. Vous allez faire Tiana Bayou Adventure, ouais bon bah ok, il y a peut-être 1 heure d'attente, 40 minutes, mais c'est pas la mort. Ça reste praticable et agréable. De manière générale, en fait, les visiteurs, mais même aussi à Disneyland Paris, hein, d'une certaine façon, les visiteurs sont chill, en fait. Ils sont là juste pour s'amuser, pour pas se prendre la tête. Ils vont pas trop préparer leur visite. Et d'ailleurs, je suis content qu'à Disney World, ils aient retiré tous ces systèmes de fils virtuels. C'est devenu beaucoup plus chill comme ça l'était au départ. Et c'est quand même beaucoup plus agréable. Mais après, je reconnais que l'une des plus belles créations de l'histoire des parcs Disney, c'est bien sûr Tokyo Disney Sea, pour lequel j'ai évidemment eu un coup de cœur. Mais attention, pas pour toutes les zones. Et vraiment, c'est cette zone Jules Verne qui m'a le plus marqué, avec Voyage au centre de la Terre et le mystère du Nautilus. Fantasy Springs aussi, j'ai beaucoup aimé, mais là encore, blindé de monde, donc au bout d'un moment, c'est fatigant. Mais c'est marrant, je trouvais ça très beau et très réussi, mais je sais pas si c'est compris par les visiteurs sur place. Vous rentrez dans la zone Jules Verne, en produits dérivés, vous avez rien de cette zone, c'est que des produits Baymax, ou que des produits autour de Duffy et chez Animé. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a un décalage, et que ce que les visiteurs sur place aiment de Disney, c'est pas ce que moi j'ai aimé sur place de Disney. Donc ça crée un truc un peu bizarre. C'est évidemment des endroits que je vais prendre plaisir à revisiter, mais je crois que j'y passerai moins de temps. Beaucoup moins de temps. Parce que c'était au bout d'un moment un peu épuisant. Ça reste néanmoins un super souvenir, mais c'est pas ce que j'ai préféré de mon voyage au Japon. Alors après, on était de retour en France, et ça y est, la saison des parcs à thème battait son plein. Alors il y avait quand même un petit problème du côté du parc Astérix avec le retard de cet Automatix, mais ça a été un peu éclipsé par Mission Bermude. Alors là, qu'est-ce que je vous en ai parlé, je suis désolé de vous bassiner avec ça. Et en plus, en 2026, il y a encore une nouveauté avec ce prototype, maintenant qui n'est plus un prototype, hein, ça y est, qui va être un peu dupliqué partout dans le monde, j'espère. Et donc, Dollywood va hériter d'un héritier de Mission Bermude. Ça va s'appeler Nightfall Expedition.
à Dollywood, dans un des meilleurs parcs à thème du monde d'ailleurs que je rêve de visiter, un parc sur l'univers de la country et de Dolly Parton, qui a prêté son nom à ce parc-là, qu'elle a racheté il y a quelques années. Donc Mission Bermude, coup de cœur absolu. J'ai vu les critiques autour de Mission Bermude, mais alors là, je n'y céderai jamais. Alors là, en ce moment, l'attraction est fermée de toute façon parce qu'il fait trop froid. Mais au-delà de ça, Mission Bermude, pour moi, n'a quasiment aucun défaut. Si ce n'est que ça manque d'une partie en intérieur, d'une partie Dark Ride. Mais après coup, c'est pour ça que je fais cet épisode, parce que vous voyez par exemple, l'épée du roi Arthur, bon, sur le coup j'ai bien aimé, et là je vous dis que j'ai un peu moins aimé. Mission Bermude, là je vous le dis à froid, j'aime toujours autant ça. Je pourrais le faire en boucle tellement j'aime cette machine. Et j'aime les sensations qu'elle offre aux visiteurs qui sont des nouvelles sensations, puisque la partie rafting, ça n'existe pas vraiment dans ce type-là d'attraction. Enfin, vous voyez, soit on fait des raftings dans des bouées, soit on fait du splash, soit on fait du coaster, mais vous n'avez pas les trois en un. Et c'est ça, Mission Bermude. Et je trouve ça génial. Et le fait que d'ailleurs une autre machine ait été achetée ailleurs, c'est pas un hasard. Donc pour rappel, c'est Mack, le constructeur qui est derrière. Et Mission Bermude est une des plus belles idées du Futuroscope. Pour rappel, c'est une des rares attractions du Futuroscope qui est 100% en extérieur comme ça. Ils n'ont pas l'habitude de construire ou d'accueillir ce type d'infrastructure. Et dans le cas du développement du parc, c'est une très très belle idée d'avoir ajouté ça. Et pour moi, ça a été un des sans faute et un de mes meilleurs souvenirs dans les parcs à thème en 2025, à tel point que j'ai envie de retourner en 2026 au Futuroscope pour refaire Mission Bermude, alors que il y aura pas de... Alors, il y a une nouveauté au Futuroscope un peu inspirée de l'Atelier des Lumières. J'ai très hâte d'ailleurs de voir ce que ça va rendre, parce que ça a l'air d'être un peu plus poussé justement que l'Atelier des Lumières. Mais vous savez que la prochaine grande nouveauté est un coaster qui arrivera un peu plus tard. Et donc pour moi, ça a été un coup de cœur incroyable. Alors après, ça a été une période un peu étrange, parce que la saison au parc Astérix devait quand même débuter avec cet Automatics, qui a été en retard. Alors il y en a qui râlaient parce qu'ils trouvaient ça très très en retard, mais ils ont quand même sauvé les meubles avec cette histoire, parce que ils ont quand même réussi à avoir cet Automatics avant Peur sur le parc, et ils ont quand même réussi à l'ouvrir en plein été. C'est mission réussie. Pour faire un petit avec Mission Bermude, là c'est plutôt mission réussie. Cet Automatics, donc du coup, qui est une nouvelle attraction familiale du parc, un coaster, un spinning coaster construit par Gerstlauer, qui était aussi d'ailleurs le constructeur d'une autre grosse nouveauté que j'ai fait un peu plus tard à Walibi Belgium et dont on va reparler juste après. Cet Automatics, sur le coup, j'ai beaucoup aimé, et après coup, je me suis dit... c'est quand même un peu déceptif, car beaucoup trop court. Cet Automatics souffre du fait que l'attraction soit très enclavée, très renfermée sur elle-même. C'est un ajout que je trouve particulièrement intéressant. Finalement, le temps d'attente est globalement raisonnable sur l'attraction, mais elle est extrêmement courte, et je pensais avoir un coup de cœur, parce que c'est un type d'attraction que j'adore. Par exemple, Crush Coaster au Walt Disney Studios, dont le succès ne se dément pas, est une de mes attractions préférées du parc, malgré tous les défauts qu'elle a en termes notamment de débit. Mais il faut reconnaître qu'une fois qu'on sort de l'attraction, les gens sont toujours assez enthousiasmés. Il y a une autre attraction familiale que j'adore au parc Astérix, c'est bien sûr Pégase Express, dont le succès ne se dément pas non plus, et voilà, j'attendais un peu un coup de cœur à la Pégase Express. Je me doutais bien que le parcours serait pas aussi long, mais j'ai trouvé vraiment qu'il était particulièrement court. Et ça n'enlève pas du tout les autres atouts de l'attraction. D'abord sa thématique, le charme du quai, j'ai beaucoup aimé le quai, les tapis, le décor dans la file d'attente, la kinétique que ça apporte aussi à la zone, le fait qu'on se repose un peu sur les personnages emblématiques, sur vraiment l'esprit de la BD lorsqu'on est en plein cœur du village gaulois. En fait, j'aime tout, et une fois dedans, je me suis dit « Ah, c'est tout. Si j'amène des personnes au parc Astérix, je sais pas si c'est une nouveauté que j'ai envie de leur faire tester dans l'urgence d'une journée qu'on doit boucler assez vite. Dans l'urgence d'une journée, je vais être obligé de les amener vers les attractions les plus populaires. On parle de la Reine des Neiges à Disneyland Paris. Pour des personnes qui ne l'ont jamais fait, je vais évidemment les conduire à l'attraction. Alors que cet Automatics, un peu comme les chaises volantes à Disneyland, je sais pas si je vais emmener des gens faire cet Automatics malgré le fait que ce soit une nouveauté. Même parmi ceux qui ont déjà et qui connaissent déjà le parc Astérix, parce que je sais qu'ils vont absolument vouloir faire Toutatis et qu'ils vont quand même préférer faire Pégase Express. Donc voilà, je déteste pas l'attraction, je trouve que c'est un bel ajout, mais c'est pas la nouveauté qui m'a le plus marqué cette année. Je suis cependant très content de l'avoir testé. Et toujours en plein milieu de l'été, c'était le temps fort que j'attendais tellement. Direction Universal Epic Universe. Oh là là, quel souvenir, mes aïeux, quel souvenir. Et là, je vois beaucoup de critiques encore sur les parcs Universal. En ce moment, il y a First Drop qui y est d'ailleurs, avec Célia, Tatiana, et je vois leur retour et je vois quand même que ça leur plaît, que vraiment c'est un parc qui peut pas laisser indifférent, malgré toutes les critiques qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, je serais très curieux de voir la vidéo de First Drop, qui est du coup un des rares créateurs francophones à y être allé depuis l'ouverture du parc. J'ai vraiment hâte de voir son avis. Epic Universe,
le dernier parc Universal, le nouveau parc de Universal Orlando Resort. Bien sûr qu'il a des défauts, bien sûr qu'il n'est pas parfait, mais j'y pense nuit et jour. Je vous jure, parfois, il y a des jours, je me lève et je me dis « Encore une journée où t'es pas Epic Universe, Alex. » Ce parc m'a retourné le cerveau. En fait, ça se voit qu'il a quand même été vachement conçu pour les fans, notamment pour ce qui est du Celestial Park, pour ce qui est du Dark Universe, pour ce qui est de certains endroits dans la zone Dragon, on voit qu'il a été conçu plus pour les fans que pour le public de manière générale. Et d'ailleurs, quand on écoute le public, bah voilà, il se précipite dans la zone Harry Potter, il se précipite dans la zone Super Nintendo World, mais en fait, quand vous écoutez les fans, vous voyez bien que c'est pas vers ces endroits-là qu'ils vont forcément courir et le plus se focaliser. Universal Epic Universe, après coup, voilà, maintenant je peux le dire, je crois que mon attraction préférée du parc, mais maintenant, mais j'en suis sûr même maintenant, c'est le manoir de Frankenstein. Ben, bien sûr. C'est le Haunted Mansion en fait de Disney. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Spielberg quand il a suggéré cette idée pour le Dark Universe. Il a dit il nous faut un Haunted Mansion, mais universal. Et ben voilà, tout est dit. C'est une attraction sensationnelle qui est d'ailleurs pas tout à fait comme Haunted Mansion, mais qui vous fait la même émotion au bout d'un moment. C'est-à-dire que vous prenez plaisir à refaire, qui est spectaculaire, qui est extrêmement cinématique et qui finalement fait pas si peur que ça. La première fois, ça fait un peu peur, mais au bout d'un moment, ça vous fait plus peur du tout. C'est ça que j'adore dans ce parc. C'est mon coup de cœur absolu, que ce soit à la fois le bâtiment, la file d'attente. Juste dommage parce que le Dark Universe n'est pas assez bien développé autour et j'espère qu'il va s'étendre. Mais pour moi, c'est fantastique. Et sur le coup, je me souviens avoir beaucoup aimé l'attraction Harry Potter et j'ai même dit que c'était la plus impressionnante du parc. J'ai beaucoup parlé aussi, bien sûr, de Stardust Racer. Mais en fait, ça y est, après coup, après avoir réfléchi, c'est mon attraction préférée. En deuxième place, je mettrais évidemment l'attraction Harry Potter, mais qui souffre de gros problèmes d'exploitation avec beaucoup de pannes à répétition. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même le prendre en compte quand, après tout ce temps, bah, l'attraction n'est toujours pas rodée. Et puis, en troisième position, je crois que je mettrais Stardust Racers. Ouais, c'est quand même Stardust Racer que je mettrais en troisième position. C'est le coaster Universal, un des coasters Universal les plus impressionnants après le Velocicoaster. Je pense que le Velocicoaster peut conserver sa première place quand même. Mais Stardust Racer est vraiment très très intéressant. Et pareil, la thématique qu'il y a autour, que ce soit la file d'attente, la zone qui entoure le coaster dans le Celestial Park, c'est fantastique. Et alors en quatrième position, je vais vous dire ce que je vais mettre. Et à égalité avec l'attraction Dragon, donc le coaster familial, et ben je vais vous mettre le Constellation Carousel. J'ai honte de l'avouer, mais c'est pas la première fois que des carousels comme ça... Je suis pas un fan de carousel d'ailleurs, j'aime pas ça, particulièrement le carrousel de Disneyland en Californie, c'est pas un truc que je rêve de faire. Il y a un autre carrousel comme ça que j'adore, c'est celui de Fantasia à Shanghai Disneyland, et ben le Constellation Carousel de Epic Universe, pour moi c'est une des plus belles attractions de l'histoire des parcs à thème, et c'est une de mes attractions préférées dans ce parc-là. Donc Epic Universe, que évidemment je vais revisiter, j'espère très bientôt, pour me faire un second avis. Et j'espère aussi pouvoir profiter des zones qui étaient un peu fermées parce que le parc n'était pas totalement opérationnel. Il y avait pas mal de boutiques, de restaurants qui étaient encore fermés. Et hâte aussi de suivre le développement du parc. Mais ce qui est très intéressant avec un parc comme Epic Universe, c'est que désormais, Universal ne peut pas le développer comme ils développent leurs anciens parcs. Parce qu'il y a une telle recherche, il y a vraiment une recherche de l'immersion, des détails, des transitions qui n'existent pas dans les autres parcs Universal. Donc je suis très curieux de voir comment ils vont développer ce parc et est-ce qu'ils vont continuer à respecter ce qui a été fait dès le départ. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le détail du voyage en Californie pour le 70e anniversaire de Disneyland. On a fait aussi la Oogie Boogie, on a fait Disney California Adventure, je suis retourné faire Volcano Bay qui reste pour moi le meilleur parc aquatique de parc à thème que j'ai visité. Et puis, on est ensuite allé au Magic Kingdom, qui avait plein de nouveautés, hein, à cause d'Epic Universe. D'un seul coup, Magic Kingdom qui proposait plus de nouveautés, enfin, Walt Disney World proposait plus de nouveautés, et là, il y avait plein de nouveautés. Il y avait un nouveau bar, il y avait cette parade nocturne, il y avait plein de choses, mais rien n'était vraiment très intéressant. C'était un peu du rafistolage cette année à Disney World, même si, évidemment, ça n'enlève rien à la qualité du resort, qui pour moi reste quand même le meilleur resort de parc à thème, avec la meilleure offre possible. Et puis, ensuite, c'était direction Walibi Belgium, changement d'ambiance pour aller découvrir le Duck World. C'était la nouveauté majeure de l'été dernier à Walibi, que je voulais absolument faire, et là, coup de cœur absolu. Après coup, à froid, je change pas du tout d'avis non plus sur le Duck World. C'est vraiment une superbe idée, une superbe utilisation de cet endroit qui existait déjà en partie. La nouvelle thématique appliquée marche super bien, le coaster était génial, j'ai vraiment adoré. Et je me suis même dit, est-ce que j'ai pas préféré quand même Duck World, Mégalodon, à
c'est automatique. La réponse évidemment est oui, j'ai clairement préféré le Mécalodon. Et je me suis même dit, bah en fait, presque j'aurais voulu Mécalodon à la place de cet Automatics. Et de manière générale, Walibi Belgium est très intéressant en termes d'agencement des thématiques, des transitions et du développement. C'est un superbe parc de la Compagnie des Alpes. Et en fait, c'est quasiment mon parc préféré de la Compagnie des Alpes en dehors du parc Astérix. C'était vraiment une année incroyable. Mais je le savais que 2025 serait une année très très riche. 2026 ne le sera pas autant, forcément. Il y a moins de nouveautés dans les parcs Disney. Donc forcément, ça va focaliser notre attention un peu plus sur les parcs régionaux. Très 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 intéressant à suivre. Et d'ailleurs, je vous propose que dans le reste de cette émission, nous parlions des nouveautés à venir en 2026. Alors, les nouveautés, bien entendu, les plus attendues, c'est celles des parcs Disney, avec l'attraction Frozen. Moi, ce que je rêve le plus de découvrir, quand même, c'est pas tant la zone que je connais déjà, que j'ai visité à Hong Kong Disneyland, mais plus, en fait, l'agencement d'Adventure Way, B, donc le spectacle nocturne, ses balades, l'attraction Réponse, le Regal View, la construction de ses chaises volantes, et surtout l'arrivée plus tard de l'attraction Roi Lion. C'est très bizarre comme sensation, je pense que ça m'a jamais fait ça, mais c'est la première fois que je n'ai très peu de hype pour l'ouverture d'une zone à Disneyland Paris, alors que pourtant le parc va doubler de superficie. Mais ce qui m'intéresse le plus justement, c'est comment sera désormais agencé le parc une fois que cette extension sera proposée. C'est ça qui m'intéresse, parce que cette zone Frozen, cette attraction, je l'ai déjà faite il y a maintenant presque 10 ans, pas très très emballée, alors que par exemple Avengers Campus, j'étais beaucoup plus hype parce que j'avais pas encore fait Web en Californie, j'avais pas visité d'Avengers Campus jusqu'alors, donc forcément j'étais beaucoup plus intéressé. Ça va être une période évidemment très intéressante à observer, et on la débriefera lors d'un épisode spécial sur Parktopia, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a quand même d'autres nouveautés dans les parcs à thème. D'ailleurs, on n'en a pas parlé dans la première partie, mais aussi cette année 2025 a été marquée par les annonces spectaculaires du parc Astérix, avec la refonte complète des rues de Paris pour devenir Londinium. Là, c'est une des nouveautés que j'attends le plus dans l'histoire des parcs à thème français, avec ce coaster Intamin. Et puis, vous avez la refonte de la zone grecque, la refonte de la zone égyptienne, et l'année prochaine, ce sera la conclusion, justement, de la refonte de la zone égyptienne, avec la transformation de l'Oxygénarium pour devenir une attraction sur l'univers de la zone Égypte, qui s'étend, qui est en fait tout simplement très populaire. Ils ont constaté ça, donc ils l'étendent en utilisant des zones déjà existantes. C'est vraiment très malin. Et donc l'Oxygénarium va devenir la descente du Nil, et Épine Maïs va s'installer juste à côté, à la place de l'ancien restaurant du cirque. Bon, tout ça, c'est vraiment des très belles idées. J'ai adoré les fastes du Nil aussi, que j'ai découvert là récemment. Vraiment, la transformation du parc Astérix, très intéressant à observer, même si le gros des nouveautés arrivera bien plus tard. Ce qui nous amène donc à une situation ubuesque, et c'est pour ça que 2026 sera une année de transition dans les parcs à thème, puisque la nouveauté que j'attends le plus dans les parcs à thème cette année, en France, c'est au parc Spirou, que je n'ai pas encore visité d'ailleurs, et que j'aimerais bien aller découvrir justement à l'occasion de l'ouverture de ce nouveau coaster. Ce coaster qui sera donc inspiré de l'univers de Naruto, et ça c'est très très attendu par les fans de cette licence. Ça peut créer un effet boule de neige, parce que jusqu'alors il n'y a pas le développement de ce type d'univers dans les parcs à thème français, mais on commence à voir l'émergence d'ailleurs d'utilisation des animés dans les parcs à thème. Et donc c'est un coaster qui va être construit par Zamperla et qui va aller jusqu'à 75 km/h, qui va aller jusqu'à 30 mètres de haut. Il y aura même une partie qui va se faire en marche arrière. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va rendre et si la zone sera vraiment bien intégrée et si le parc Spirou va enfin pouvoir prendre son envol avec cette attraction. Parmi les nouveautés que j'attends le plus aussi, on en parlait un peu en début de podcast du Puy du Fou. Le Puy du Fou va proposer un nouveau spectacle. Vous savez, ils avaient vendu un spectacle à Efteling. C'était la première fois que la marque tentait une externalisation de la licence, une diffusion de la licence à l'international. Et donc le Puy du Fou était une sorte de prestataire pour Efteling avec un spectacle qui a vraiment bien fonctionné et qui du coup part en réhabilitation pour accueillir une nouvelle version de ce show en 2026. Et là vraiment j'ai très hâte de voir ce que ça donne à nouveau pour voir si le Puy du Fou arrive toujours bien à maîtriser son savoir-faire en dehors de son propre écosystème. En plus de ça, ils vont modifier la zone qu'il y a autour, puisqu'ils vont ajouter une attraction familiale. Il y a aussi 3 petites tours de chute qui seront installées à proximité d'une des attractions les plus emblématiques du parc, et qui va corréler à l'histoire d'ailleurs de ce coaster. Efteling, c'est l'année où je vais le visiter. Parce que je crois que je ne l'ai jamais dit ni en podcast en vidéo, mais j'ai jamais visité Efteling. Voilà, et chaque année, je veux au moins découvrir un nouveau parc à thème. Et cette année, je pense que ça va être l'année d'Efteling, parce que je sais que les fans Disney ont un amour
inconditionnel pour ce parc. C'est un parc où il n'y a pas forcément que des attractions à sensations, un peu comme il y a à Fantasyland. C'est un parc plus fantaisiste, avec beaucoup de dark ride et voilà. Et donc j'ai très très hâte de le visiter. Je peux pas vous confirmer ça là maintenant tout de suite, mais Efteling va probablement faire partie de mes visites cette année. Côté parc Universal, vous avez aussi Fast and Furious Hollywood Drift, donc qui arrive à Los Angeles, mais qui arrive, ça y est, c'est désormais officiel, en Floride. Alors je sais pas si ce sera exactement le même coaster, mais en tout cas la licence va se déployer à nouveau à travers ce coaster. Fast and Furious qui a bien été utilisé par les parcs Universal, mais dont les attractions en réalité sont pas ouf. Moi je déteste cette attraction qui est en Floride, d'ailleurs qui va fermer enfin, par rapport justement à l'arrivée de ce coaster. Je suis très très curieux de voir ce que ça va rendre. Je suis pas un fan de la licence, mais il faut bien reconnaître que ce qu'on voit là du coaster à Universal Hollywood qui est actuellement en test a l'air absolument incroyable, parce que voilà, les véhicules tournent sur eux-mêmes, parce qu'il y a plusieurs phases de lancement, parce qu'il offre des points de vue incroyables sur la région. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, la nouveauté que j'attends le plus dans les parcs à thème en dehors des parcs français, ce sera la nouvelle attraction de Dollywood, donc qui va acheter le Rocking Boat, ce qu'on appelle le Rocking Boat, donc qui est construit par Mack, le prototype du Futuroscope. Ils vont se le procurer donc dans une sorte de descendant qui va s'appeler Night Flight Expedition, qui se déroulera intégralement en intérieur. Ça, c'est quand même la grosse différence avec le Futuroscope, où justement, j'aurais voulu qu'il y ait une petite zone en intérieur. Beaucoup de décors. Il y aura évidemment la partie rafting aussi, j'ai vu. Enfin, j'ai vraiment très hâte de voir aussi le véhicule. Le véhicule sur les concept art a l'air magnifique. Et en ce moment, il y a une série qui est dévoilée sur Dollywood, sur la chaîne de Dollywood sur YouTube, que je vous invite à regarder, où ils expliquent les coulisses et la storyline de l'attraction. Il faut savoir que toutes les attractions de Dollywood sont particulièrement bien écrites, bien détaillées, avec beaucoup de personnages, de costumes. C'est un peu à la Disney, justement, et c'est pour ça que d'ailleurs Dollywood est aussi bien noté et que c'est un des parcs à thème préférés des Américains. Et j'ai très hâte de découvrir cette attraction, parce que je vous le dis, Dollywood, c'est un des parcs aussi qu'un jour je vais visiter. Et bien voilà pour ce podcast qui était donc principalement consacré à la review de ce qui s'est passé ensemble, de ce qu'on a parcouru ensemble en 2025 et de ce qui arrive en 2026. Super heureux de reprendre les podcasts avec vous. Donc dans moins de 2 mois, on en fera un spécialement dédié au World of Frozen. Il y a d'autres surprises qui vous attendent aussi dans les prochains mois. Et c'est le moment pour moi de vous laisser, de reprendre cours à mon déménagement, à mes cartons. Et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Encore merci pour vos retours sur les épisodes précédents. On se retrouve très vite. Merci de m'avoir écouté. Bye.